Au Moyen-Âge, l'Angleterre est devenue l'un des royaumes les plus influents et puissants d'Europe, bien loin de l'état désolé et dévasté dans lequel elle se trouvait après l'effondrement de l'Empire romain. Au fil des siècles, l'Angleterre a vu naître de nombreux rois dynamiques et mémorables, allant de la construction de cathédrales à l'affinement du droit, de la conduite des croisades à l'essor de l'Église, de la promotion des renaissances intellectuelles à la direction des invasions de la France. Les rois ont façonné le monde plus large de l'Europe médiévale et continuent de fasciner les passionnés d'histoire. Aujourd'hui, dans Real Crusades History, nous allons classer les 5 plus grands rois de l'histoire de l'Angleterre médiévale. Cette liste a été choisie par nos soutiens sur Patreon et les membres de la chaîne sur YouTube. Les résultats crus du vote sont là. Installez-vous confortablement et découvrez notre classement des 5 meilleurs rois de l'Angleterre médiévale. N'oubliez pas, l'histoire est le meilleur professeur. Pour la 5e place, il y a eu une égalité dans les votes. En bonus, nous présenterons les 2 rois à cette position. Numéro 5. Alfred le Grand, 871 à 899. Alfred est largement considéré comme un grand souverain, bien que techniquement, il n'ait jamais été roi de toute l'Angleterre. Au lieu de cela, il a régné sur le Wessex, un des royaumes anglo-saxons d'Angleterre à l'époque. Mais il est facile de soutenir qu'Alfred a sauvé l'Angleterre d'être emportée par une vague d'agressions vikings. Pas étonnant que les Anglais se souviennent encore aujourd'hui d'Alfred comme l'une de leurs figures fondatrices. Alfred ne s'attendait sûrement pas à devenir roi. Plus jeune fils du roi Æthelwulf des Saxons de l'Ouest, Alfred a combattu aux côtés de son frère aîné, le roi Æthelred, lorsque la grande armée païenne a ravagé l'Angleterre en 865. À la mort d'Æthelred, Alfred est devenu roi. Le royaume d'Alfred, le Wessex, à la frontière sud de l'Angleterre, était le seul royaume anglo-saxon survivant. Tous les autres ont été conquis par les Vikings. Puis, lorsque le chef viking Guthrum a attaqué en 875, il a presque anéanti le Wessex également. Alfred s'est retiré dans les marais cachés d'Athelney, pour rallier les quelques anglo-saxons encore prêts à résister. De là, Alfred a mené son peuple à la bataille d'Eddington, et les anglo-saxons ont remporté une victoire improbable contre la grande armée viking de Guthrum. Par cette victoire serrée, Alfred a préservé l'Angleterre pour les anglo-saxons. Après avoir vaincu Guthrum, Alfred a établi un système de forteresses qui a permis aux Saxons de l'Ouest de résister aux attaques vikings. Il a également fortifié son peuple sur le plan spirituel et intellectuel, en encourageant l'apprentissage et la traduction des grandes œuvres. Il a chargé le savant gallois Acer d'établir des écoles à travers le royaume et de superviser l'éducation non seulement des jeunes nobles, mais aussi de tous les jeunes hommes libres ayant les moyens de se consacrer à l'étude. Alfred a montré l'exemple en étudiant le latin lui-même. Il se peut même qu'il ait réalisé ses propres traductions d'œuvres de Boès, de Grégoire le Grand et de saint Augustin. Alfred a défendu l'éducation de l'esprit et du corps et pensait que seuls des anglo-saxons instruits auraient dès l'esprit nécessaire pour défendre leurs terres. Alfred a pris le pouvoir à une époque de crise apocalyptique. Quand tout semblait perdu, il a su se montrer à la hauteur. À la hauteur et a mené son peuple à la victoire. Dès lors, il a fait prospérer le royaume devenu l'Angleterre. Ses enfants et petits-enfants allaient achever ce qu'il avait commencé et forger un royaume anglais uni. Le souvenir d'Alfred a persisté longtemps. En fait, ce sont des écrivains du XVIe siècle qui l'ont surnommé Alfred le Grand. Ex aequo avec Alfred à la 5e place. Édouard 3327-1377. Peu de rois ont succédé à un règne plus désastreux que celui d'Édouard III. Le père d'Édouard, Édouard II, est souvent décrit comme le pire roi d'Angleterre. L'épouse d'Édouard II, Isabelle, et son amant, Roger Mortimer, ont usurpé le pouvoir du roi et annulé l'autorité royale. Mais une fois couronné, Édouard III a prouvé sa vigueur. En 1330, Édouard a lancé une attaque surprise contre Roger Mortimer et l'a fait exécuter pour trahison.
Ainsi, le jeune Édouard est devenu roi en fait comme en titre. Isabelle, la mère d'Édouard, était la sœur du roi Charles VI de France. Lorsque Charles mourut sans fils ni frère pour lui succéder, Édouard revendiqua son droit au trône de France. Mais les nobles français rejetèrent cela. Au début, Édouard céda, mais finalement il insista sur son droit de régner sur la France. Ainsi débuta la guerre de 100 ans. En 1346, Édouard III remporta une victoire décisive lorsqu'il vainquit les Français à la bataille de Crécy. Le choix minutieux du champ de bataille par Édouard et son excellent commandement ont mené ses hommes à la victoire. Le port de Calais tomba entre ses mains l'année suivante. En 1356, le roi d'Écosse remit son titre à Édouard III et le fils d'Édouard, Édouard le prince noir, remporta une autre victoire décisive sur la France à la bataille de Poitiers, au cours de laquelle le roi de France fut effectivement capturé. Au milieu des périls de la guerre contre la France, Édouard répara les dégâts causés par le règne désastreux de son père. Il agit via le Parlement pour rétablir les liens entre la couronne et les barons anglais, unissant les intérêts royaux et nobiliaires. Pour renforcer l'unité anglaise, Édouard fonda l'Ordre de la Jarretière, une institution chevaleresque qui défendait les idéaux du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. Édouard et les autres membres se réunissaient solennellement dans la chapelle du château de Windsor, réaffirmant leur unité. En 1360, Édouard conclut un accord avec les Français, renonçant à sa revendication sur la couronne de France mais conservant le duché de Gascogne. La santé du roi vieillissant déclina et il tomba sous l'influence de sa maîtresse avide de pouvoir, Alice, et de son fils, Jean de Gand. À son apogée, Édouard III était le monarque accompli de l'Europe du XIVe siècle. Aucune autre cour contemporaine n'était plus vigoureuse ou plus prospère. Malgré ses échecs récents, il est considéré à juste titre comme l'un des monarques anglais les plus compétents. Il a instauré une coopération indispensable entre les barons et la couronne. Certains l'ont critiqué pour avoir été trop laxiste avec la noblesse, mais la stabilité et la force du gouvernement d'Édouard démontrent la sagesse de la politique du roi. Henri 2154 189. Crevin IX, Henri II s'impose comme le monarque emblématique du XIIe siècle. Il était l'héritier à la fois du duché de Normandie et du trône d'Angleterre. À 18 ans, il est devenu duc de Normandie. Après une guerre civile dévastatrice, Henri, âgé de 22 ans, a obtenu la couronne d'Angleterre du roi inefficace Étienne. Pour couronner le tout, il a épousé Aliénor d'Aquitaine, qui a apporté avec elle les terres les plus riches du sud de la France. Henri et Aliénor régnant sur un empire à cheval sur la Manche. En effet, Henri gouvernait une plus grande partie de la France que n'importe quel souverain depuis les Carolingiens en 891. Sous le règne d'Henri II, l'Angleterre est devenue une grande puissance. L'Angleterre qu'Henri a héritée était en ruine après des années de guerre civile. Depuis leur forteresse béton privée, des barons rebelles terrorisaient la campagne. En 2 ans, Henri a corrigé la situation. Il a éliminé les barons rebelles et a remis les nobles dans le rang. Il a instauré ses propres tribunaux et magistrats et a aligné l'Église sur la politique royale. Le conflit avec l'archevêque Thomas Becket a éclipsé bon nombre de ses réalisations. Aliénor, la reine d'Henri, était l'ex-femme de Louis VII, roi de France. Les relations entre les Angevins et les Français oscillaient entre tensions et conflits ouverts tout au long de cette période. Mais le conflit le plus dévastateur du règne d'Henri a divisé sa propre famille. Henri était un père réputé pour sa froideur. L'archevêque de Cantorbéry a un jour supplié le roi de trouver au moins un peu de temps à consacrer à ses fils et à ses filles. Il n'était pas proche de ses enfants, et même sa propre épouse lui tenait tête. Pour cela, le roi emprisonna la reine Éléonore dans une tour jusqu'à ce qu'il meure. Une rébellion menée par le fils et héritier d'Henri, Henri le jeune roi, fut presque désastreuse. Henri II avait pour politique de toujours maintenir son entourage dans le suspense, de promettre une chose sans jamais vraiment l'accorder. C'est ainsi qu'il traitait ses propres fils. Privé de l'amour paternel, ses fils lui en voulaient et ne lui montraient aucune loyauté. La mauvaise relation d'Henri avec ses fils a causé sa perte.
Son fils Richard a mené une rébellion qui a achevé le vieux roi, qui est un mort amer et misérable. Néanmoins, les réalisations d'Henri sont indéniables. Les réformes juridiques d'Henri sont les plus importantes car elles ont établi la common law anglaise. Il a introduit le procès par jury et posé les bases du système juridique anglais moderne. L'assise de Clarendon en 1166 a mis en place des procédures et des normes pour l'administration de la justice dans toute l'Angleterre, améliorant l'application de la loi et étendant l'autorité royale dans les tribunaux locaux. Sous ce système, l'Angleterre a prospéré et atteint de nouveaux sommets de prospérité et de paix. Numéro 3, Athelstan, 924 à 939. Petit-fils d'Alfred le Grand, Athelstan est considéré comme le premier véritable roi d'Angleterre. Lors de son couronnement, Athelstan fut nommé roi des Anglo-Saxons. Il poursuivit le combat de sa famille contre les Vikings. En 927, Athelstan a envahi la Northumbrie, démoli les forts vikings et s'est emparé de York à Olaf du clan Ivar. En conséquence, Constantin II, roi d'Écosse, et Owen, le roi gallois de Strathclyde, se sont tous deux soumis à la suzeraineté d'Athelstan. Les pièces frappées par Athelstan portaient l'inscription « Rex Totius Britanniae », roi de toute la Bretagne. Athelstan était l'homme le plus puissant à avoir régné en Bretagne depuis les Romains. Otto le Grand, empereur du Saint-Empire romain germanique, échangeait des livres avec Athelstan et a épousé la princesse saxonne de l'Ouest, Édith d'Angleterre. Les codes de loi d'Athelstan étaient une avancée significative par rapport à la loi du Talion de l'Ancien Testament en vigueur avant son règne. Son œuvre allait au-delà de la pensée tribale pour instaurer la justice à une échelle plus large. Le plus grand défi d'Athelstan eut lieu en 937. Cette année-là, Constantin II, roi d'Écosse, forma une alliance avec le viking Olaf du clan Ivar et Owen de Strathclyde. Olaf, à la tête d'une armée de vikings venus d'Irlande et de Northumbrie, attaqua la Mercie. Athelstan et son frère Edmond rassemblèrent une armée considérable et marchèrent vers le nord. Les Anglo-Saxons affrontèrent Olaf et la coalition viking écossaise-galloise de Constantin à Brunanborough. Ici eut lieu l'une des batailles les plus mémorables de l'histoire des îles britanniques. Les combats brutaux au corps à corps durèrent toute la journée. Les Anglo-Saxons subirent de lourdes pertes, mais finalement, la coalition du nord d'Olaf fut détruite. L'issue de la bataille de Brunanburh signifia que l'Angleterre resterait unie sous le règne d'Athelstan. Des centaines d'années plus tard, le chroniqueur du XIIe siècle Guillaume de Malmesbury écrirait que jamais personne de plus juste ou de plus instruit n'avait gouverné le royaume qu'Athelstan. David Dumville appelle Athelstan le père de l'Angleterre médiévale et moderne. À sa mort, en 939, Athelstan était reconnu comme l'un des principaux rois de l'Europe chrétienne. Certains comparent d'un même Athelstan à un Charlemagne anglais. Numéro 2, Édouard Ier Longue-Jambe, 1272 à 1307. Popularisé par Hollywood comme le méchant de Braveheart, Édouard Ier était bien plus complexe qu'un simple méchant de cliché. Il était à la fois aimé et détesté à son époque, et il est retenu à la fois comme un dirigeant compétent et comme un oppresseur brutal. En tant que jeune prince, Édouard mena une croisade périlleuse en Terre Sainte, tenant tête au sultan mamelouk Baybars. Là-bas, alors qu'il dormait une nuit dans son lit, Édouard fut attaqué par un assassin. À main nue, Édouard se battit et tua celui qui voulait l'assassiner. Peut-être que cela annonçait la détermination future du prince. Le roi Édouard apprit que son père était mort et qu'il était désormais roi d'Angleterre. Édouard s'impliqua fortement dans la réforme juridique et il consacra beaucoup d'efforts à enquêter sur les structures féodales de son pays. Il instaura de nouvelles règles sur le droit pénal et la propriété. Édouard consacra une grande partie de son énergie à la guerre. Il réprima les rébellions au pays de Galles, consolidant la domination anglaise en construisant de nouveaux châteaux à travers la campagne galloise et en faisant venir des colons anglais. Le roi s'impliqua également dans une féroce querelle de succession en Écosse, ce qui conduisit Édouard à revendiquer la suzeraineté sur le pays.
Pendant la première guerre d'indépendance écossaise, le roi Édouard combattit sans pitié contre des rebelles comme Guillaume Wallace, qui cherchaient à empêcher la domination anglaise en Écosse. D'une efficacité brutale et toujours impitoyable au combat, Édouard gagna le surnom de marteau des Écossais. Cependant, le plus grand défi d'Édouard survint lorsque le roi de France, Philippe IV, s'empara du duché de Gascogne détenu par les Anglais. Grâce à des combats acharnés, Édouard reconquit la Gascogne aux Français, mais la guerre contre la France s'avéra coûteuse et la fiscalité d'Édouard était vorace. L'Église comme les sujets d'Édouard se plaignirent des impôts écrasants imposés par Édouard. Mesurant 1,88 m et doté d'un tempérament dominateur, la présence physique d'Édouard était aussi intimidante que sa manière de gouverner. Il fut un roi couronné de succès, qui renforça l'autorité royale et établit le Parlement anglais. Ceux qui ont subi sa colère, comme les Écossais, n'ont pas pleuré sa disparition, mais il fut sans aucun doute l'un des rois les plus compétents d'Angleterre. Edward Coke l'appelle le Justinien anglais pour ses réalisations juridiques. Guillaume Stubbs a attribué à Édouard le mérite d'avoir façonné les institutions anglaises, contribuant au développement de la monarchie constitutionnelle, tandis que Thomas Tout considérait Édouard davantage comme un pragmatique impitoyable, exploitant sans scrupule la loi pour soumettre ses rivaux parmi les barons anglais. Les historiens modernes s'accordent généralement sur l'importance du règne d'Édouard. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il est indéniable qu'Édouard se distingue comme un roi marquant dans l'histoire de l'Angleterre. 1. Richard Cœur de Lion, 1189 à 1199. À propos de Richard Ier d'Angleterre, Cœur de Lion, l'historien John Gillingham écrit « Unique parmi les rois d'Angleterre, Richard Ier a joué un rôle de premier plan dans les grands événements de l'histoire mondiale, en l'occurrence la lutte pour le contrôle du Moyen-Orient entre deux religions mondiales. » De son père et de sa mère, Richard a hérité non seulement de l'Angleterre, mais aussi de la Normandie, de l'Anjou, de l'Aquitaine et de l'ensemble de l'Empire plantagenet. À sa mort en 1199, l'Empire plantagenet était la plus puissante entité politique d'Europe, et Richard avait isolé diplomatiquement Philippe II de France, les comtes de Flandre et de Boulogne étant fermement alliés à Richard. Mais la mort prématurée de Richard a apporté le malheur au projet Plantagenet. Quand Richard est devenu roi d'Angleterre en 1189, la chrétienté venait de perdre Jérusalem face à Saladin. Richard considérait comme son devoir solennel de répondre à l'appel du pape à la croisade. Cœur de Lion a magistralement organisé les ressources de son empire en vue d'une expédition outre-mer. Richard s'est révélé être un gestionnaire de personnes plus compétent qu'Henri II. La subtilité de Cœur de Lion dans la salle du conseil a permis de régler les différends entre les puissants de son empire et ses sujets se sont unis autour de la croisade du roi. L'expédition outre-mer de Richard fut l'une des réalisations les plus impressionnantes de l'ère prémoderne, un modèle de logistique et d'organisation. L'armée de Richard était toujours bien approvisionnée et ses troupes bien prises en charge. Cœur de Lion conquit Chypre, établissant le centre logistique le plus précieux de l'État croisé. Après avoir assuré la conquête d'Acre sur Saladin en 1191, Richard mena une avancée impeccable le long de la côte levantine, malgré une résistance ennemie féroce. Cela culmina avec la bataille d'Arsouf, où l'armée de Richard écrasa une force bien plus nombreuse dirigée par Saladin lui-même. Mais le triomphe le plus ahurissant de Richard fut la bataille de Jaffa. Saladin lança une attaque surprise contre le port croisé de Jaffa, mais Richard se précipita par la mer vers la ville. Le roi, brandissant sa hache, chargea la plage avec une petite troupe de chevaliers et d'arbalétriers, anéantissant les troupes de Saladin. Cœur de Lion prit alors personnellement d'assaut Jaffa et reprit la ville. Saladin tenta une contre-attaque avec une armée de 10 000 hommes, mais Richard tint Jaffa avec quelques milliers d'hommes, assurant la victoire en menant personnellement sa cavalerie. Saladin fut vaincu, Jaffa sécurisé. La croisade témoigne du leadership de Richard, car des chrétiens de tous horizons reconnurent sa sagesse et s'allièrent à lui. Sous sa bannière se trouvaient non seulement des Angevins et des Anglais, mais aussi des Écossais, Italiens, Allemands, Français, Hongrois, Grecs et Syriens. Alors que Cœur de Lion rentrait chez lui après la croisade, l'empereur allemand Heinrich VI le captura illégalement. Mais même en tant que captif de l'empereur, Richard gagna l'admiration de la cour impériale.
Même le perfide empereur Heinrich dut publiquement donner à Richard le baiser de paix et dénoncer ses propres accusations contre lui lorsque Cœur de Lion démolit le dossier frauduleux monté contre lui devant les magnates allemands. En 1194, Richard retourna en Angleterre. La stabilité de l'Empire angevin pendant son absence témoigne de la loyauté des vassaux et alliés de Richard. De retour dans son royaume, Richard garda l'initiative jusqu'à la fin de sa vie. Cela était dû non seulement à la capacité de Richard en tant que souverain, mais aussi au respect qu'il inspirait dans toute la chrétienté. L'historien Jean Baldwin, spécialiste du règne de Philippe II de France, explique que Richard bénéficiait à la fois de sa réputation méritée de générosité et de la mauvaise réputation de Philippe, connu pour avoir violé les biens des croisés et pour être un mari tyrannique, afin de tisser un réseau d'alliances autour du roi de France. La mort prématurée de Richard condamna l'Angleterre et la France à la domination de deux hommes mesquins, lâches et vindicatifs, Philippe II de France et Jean d'Angleterre. Pendant des siècles, Richard Cœur de Lion fut considéré comme le plus grand roi d'Angleterre. Un exemple de cette attitude courante se trouve dans l'histoire universelle du XIVe siècle du chroniqueur anglais Ranulph Higdon, qui écrivit « Letro lotron ortamanso ». Les Bretons se vantaient de leur Arthur, tout comme les Grecs d'Alexandre, les Romains d'Auguste, les Anglais de Richard et les Français de Charlemagne. Nos enfants, il était admiré même par ses ennemis. Aubrey de Troisfontaine, un chroniqueur cistercien profondément loyal à la couronne française, critiquait Richard aussi souvent que possible, et pourtant, même lui ne pouvait s'empêcher d'admirer les grands exploits de Richard. Un autre chroniqueur français, Jean de Joinville, qui servait Louis IX de France, le petit-fils du roi Philippe II de France, a loué la conduite de Richard lors de la croisade, et a critiqué Philippe II pour avoir rompu son vœu et abandonné la croisade. Le reproche selon lequel Richard aurait négligé l'Angleterre à cause de la guerre en France pourrait tout aussi bien être adressé à Henri II, Édouard Ier R ou Édouard II Ier. C'était une période où les rois anglais avaient des intérêts considérables en France, mais comme Édouard Ier ou Henri II Richard Ier géraient souvent les affaires du royaume depuis sa tente de guerre. Les chercheurs qui ont examiné attentivement les archives des chartes de Richard ont démoli le vieux mythe selon lequel Richard était un roi désengagé. L'historien James Holt écrit que Richard intervenait fréquemment et de manière persistante dans le contrôle des affaires anglaises, et qu'un très grand nombre de chartes ont été personnellement attestées par Richard lui-même. Ralph Turner écrit que Richard Ier, malgré son absence presque constante d'Angleterre, exerçait une main ferme sur l'Église anglaise, et qu'il avait une influence plus forte que celle de son père ou de son frère. John Gillingham écrit que les preuves attribuant à Henri II un intérêt personnel marqué pour la législation promulguée durant son règne ne sont pas meilleures que celles concernant l'intérêt de Richard pour la législation édictée sous le sien. Gillingham conclut que Richard fut l'un des monarques anglais les plus compétents.